Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, merci d'être là, merci de nous rejoindre comme chaque semaine et le week-end dans votre espace Bonjour d'Algérie. Nous sommes donc le mercredi 10 juillet, nous allons vous intéresser surtout à la zoologie aujourd'hui et surtout à notre environnement proche. Avec Hamid Belkacem, dans un tout petit moment, il nous parlera donc de chaleur et surtout du bâtiment et du confort thermique. C'est très important, nous allons parler bien sûr de comment économiser de l'énergie et bien entendu se protéger de la chaleur avec des matériaux surtout intelligents. Nous allons en parler aussi avec son invité qui est donc le directeur de la revue Vie des villes, il est architecte également, il va nous donner quelques conseils. Nous allons parler de zoologie comme je vous l'ai dit avec un médecin qui va nous parler donc du moustique tigre qui a fait son apparition ces derniers temps et en Algérie plus particulièrement avec certaines piqûres qui ont aussi engendré des désagréments aux particuliers, en tout cas à tous ceux qui ont été piqués. Il va nous parler donc de ce moustique tigre, son évolution et comment surtout s'en prémunir. Nous allons également parler de concours, le concours de jeunes talents organisé chaque année par le FIBDA, le Festival international de la bande dessinée qui revient chaque année. Eh bien, nous allons recevoir un membre de l'organisation donc du FIBDA qui nous parlera du lancement de ce concours. Et puis, l'art n'est pas en reste puisque nous allons parler de la 19e édition des rencontres d'été. Ça se passe à la bibliothèque municipale de Cherchel. Et pour nous en parler, nous avons l'artiste peintre Abdelrahman Barti qui sera sur notre plateau pour nous parler du lancement de cette édition. Et puis on terminera avec une actualité culturelle du côté Tizi Ouzou avec bien entendu la 2e édition de Cinéville. Ça se passe un petit peu partout sur le territoire national et bien sûr Tizi Ouzou aura aussi son Cinéville. Ils viendront nous en parler en détail. Ça va prendre effet du 8 et ce jusqu'au 11 juillet. Voilà. C'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. On vous laisse en compagnie de Mina Abed pour la météo. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Elle est là. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors ceux qui ont des téléviseurs en noir et blanc, ils n'ont pas de chance aujourd'hui. Du tout. Parce qu'on est éclatante en couleurs. Vous et moi, alors c'est les couleurs qui dominent. Ça peps. Ça peps. Et c'est ça l'été. Exactement. Comment ça va? Ça va. Les températures commencent un petit peu à se radoucir. On souffle un peu sur Alger. Sur Alger, oui. Mais à l'intérieur, il fait toujours chaud. Dans le sud du pays aussi. C'est dur, en ce moment. Voilà. On n'y échappe pas. Du tout. On y va. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Eh bien, en cette début de matinée, un petit peu de brume, quelques nuages bas sur l'ensemble des régions côtières et puis le ciel restera dégagé à partiellement voilé pour le reste de la journée. Voilé également sur les régions intérieures avec quelques orages à partir de cet après-midi. Des orages également vers l'extrême sud de l'Hogar et le Tassili, le sud-ouest, la Saoura. Beaucoup de soleil sur le nord, Sahara, les Oasis ou encore le Sahara central. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera toujours des températures en hausse, notamment sur les régions intérieures avec 44 degrés à Bouéra ainsi qu'à Rilizane. On notera 38 degrés à Sétif, 36 à Tizi Ouzou, 32 degrés à Alger, 32 également à Annaba. 39 à Tiaret, 41 degrés à Louat, 44 degrés à Gardaya, Béchar, 40 à Tindou, 42 degrés pour l'extrême sud et enfin 47 degrés. Ça sera la maximale à Draren Salah. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, eh bien, le ciel restera plutôt dégagé, notamment du côté de Marseille ou encore Athènes, Madrid, Lisbonne. Peu nuageux à Paris, nuageux en revanche à Londres, Dublin ou encore Budapest, Bucarest. On notera un petit peu de pluie à Varsovie ainsi qu'à Berlin. Et puis côté Mercure, on notera 25 degrés à Londres, 27 à Paris, 30 degrés à Bordeaux, 23 à Marseille, 24 à Berne, 21 degrés à Berlin. 22 à Prague, 19 à Varsovie et enfin 36 degrés à Athènes. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Merci beaucoup Mina pour les nouvelles du ciel. Bonne journée. Bonne journée. Et puis bien sûr, on demande à tous ceux qui sont dehors et qui travaillent dehors et faites attention. Hydratez-vous quand même, surtout les personnes âgées,
les enfants, les femmes et enceintes. protégez-vous aussi avec des casquettes, des chapeaux et pourquoi pas en tout cas des crèmes pour essayer pour ne pas brûler, surtout Oui, si vous vous exposez au soleil. Exactement. Merci beaucoup Mina. Merci à vous. Bonne journée. Bonne Tout journée. à l'heure. Voilà, on va vous offrir une belle chanson. Moi, je l'aime bien en tout cas. Hein. C'est ma préférée, Babel West. Enfin, une de mes préférées. Hein. Babel West et ça, c'est le titre Toraya. Voilà, c'est Bonjour d'Algérie qui vous accompagne en musique et qui vous accueille pour commencer à débattre autour du premier thème que nous avons choisi, parler bien sûr des insectes nuisibles aujourd'hui, plus précisément les moustiques
et encore plus précis avec le moustique tigre. Pour nous en parler, nous avons le docteur Saïd Chawqi Boubida, c'est cela? Boubidi. Boubidi, pardon. Bien, bonjour et bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation, bonjour. Alors, vous êtes spécialiste des insectes nuisibles et vecteurs de maladies. Vous travaillez à l'Institut Pasteur. Exactement. Et vous avez fait un doctorat sur le moustique tigre, justement. Oui, oui, tout à fait. Oui. Je l'ai fait en France. Donc, Oui. j'étais envoyé par l'Institut Pasteur d'Algérie. Et quand j'étais envoyé, il n'y avait pas de moustique tigre Exactement. en Algérie. Mais après, pendant mon doctorat, quand j'étais en France, on m'a appris que le moustique tigre est entré en Algérie. Voilà, voilà. Donc, d'où mon inquiétude, ma forte inquiétude, parce que j'ai fait une thèse là-dessus. Donc, je sais que c'est un moustique qui est un peu Assez récalcitrant. nuisible. Voilà, d'où Très son, nuisible. d'où son nom aussi, hein, déjà, Voilà. de par Donc, sa... déjà, le fusion. tigre, ça impressionne. Déjà, quand Exactement. on l'appelle comme ça, mais Exactement. pas parce qu'il est dangereux, mais parce qu'il a des points blancs C'est ça, c'est sur ça. une coloration noire. Il est rayé. Et il est rayé, voilà, comme un tigre. Voilà. tout à Mais il peut être dangereux quand même. Alors, ce sont donc des insectes qui ont toujours fait peur, en fait. Hein. Le moustique, en général, fait toujours peur parce qu'il est vecteur de plusieurs maladies. Entre autres, si on devait parler du paludisme, il y a l'anophèle, qui est donc de la famille des Exactement. moustiques, qui Exactement. pourrait aussi transmettre cette Tout à fait. maladie. Tout à fait. Il y a plusieurs groupes ou genres de moustiques et c'est pas tous les moustiques qui transmettent des maladies. Il y a à peu près 4000 espèces de moustiques dans le monde. Oui. En Algérie, on a environ 54. Il y a à peu près dans le monde une centaine de moustiques, d'espèces de moustiques qui transmettent des maladies. Oui. Donc sur 4000, donc c'est pas beaucoup. Mais quand même, ça reste l'animal le plus dangereux pour l'homme. Exactement. Donc il faut savoir que le moustique a transmis des maladies à l'humanité depuis que l'humanité existe. Le moustique existe depuis beaucoup plus longtemps sur Terre. Il faut savoir qu'il existe le moustique le plus ancien qu'on a trouvé. Il date de 95 millions Il a d'années. été fossilisé. Fossilisé, emprisonné dans l'ombre. Oui, dans l'ombre. Voilà, vous savez, dans l'ombre des arbres. Et ils l'ont daté à 95 millions d'années. L'être humain... Il a bien traversé les âges, lui. Voilà, par tout contre, à fait. hein. Pour Alors que dire l'être humain, il fait, enfin, c'est 3 millions d'années qu'il a. Et ce qui est justement surprenant chez ces insectes, c'est cette longévité et surtout cette capacité à se régénérer plus fortement. C'est-à-dire avec les différents insecticides systémiques, on va dire, c'est très difficile parce qu'il arrive quand même à trouver encore un moyen de défense plus efficace chaque année. Tout à fait. On parle d'adaptation. Oui. Le moustique, comme beaucoup d'insectes, hein, il s'adapte très très bien à son environnement. Sa principale force, c'est qu'il se reproduit beaucoup. Il faut savoir qu'une femelle, elle peut donner jusqu'à 100 œufs environ. Et donc 100 œufs, quand ils vont émerger, ils vont donner une centaine de larves qui vont donner moitié femelle à peu près, moitié mâle. Et ensuite, les femelles vont donner encore 100 œufs avec à peu près les mêmes proportions. Donc une femelle qui vit dans la nature entre 3 semaines à 1 mois et demi à peu près, elle peut générer jusqu'à 1 million de moustiques. Voilà, c'est 1 million de l'individu moustiques. qu'on vous a ramené, donc le moustique tigre, c'est Oui, ça. tout à fait, c'est ça. Alors, ces points, ces rayures qu'on retrouve, c'est ce qui fait qu'il est reconnaissable. Il est appelé comme ça, Voilà. appelé comme moustique. C'est un très beau moustique, hein, comme vous voyez. C'est vrai. Par rapport au moustique commun qu'on a, qui est un peu jaunâtre, jaune Gris. pâle. Voilà, donc ce moustique, il est très beau, comme vous voyez. Mais il est dangereux quand même. Il est dangereux. Alors, justement, parce qu'il pique l'individu, il va donc ingérer son dard ou pour piquer sa Son trompe, stylet, oui, son c'est stylet, son voilà. stylet, oui. Et il va aussi pomper du sang. Exactement. C'est ça qui va être dangereux pour l'homme. Exactement. Et c'est la femelle qui pique. Oui, donc toujours le la mâle ne femelle pique pas. qui pique. Donc pourquoi elle pique? C'est pas pour se nourrir, hein, comme beaucoup le croient. Elle pique pour prendre du sang parce qu'elle a besoin des protéines qui se trouvent dans le sang pour développer ses œufs. Donc elle pique pour se reproduire. Donc elle a besoin de sang. S'il n'y a pas de sang, elle ne peut pas se reproduire. Elle ne peut pas pondre, elle ne peut pas... Voilà. Donc, quand elle va piquer, elle va injecter sa salive. Pourquoi elle va injecter sa salive dans la peau?
Parce que dans la salive, il y a plusieurs composés, une vingtaine de composés à peu près. Il y a un anticoagulant, il y a un anesthésiant, parce que généralement, on sent la piqûre après que la femelle ait pris le sang, après qu'elle soit partie. On commence à gratter à ce moment-là. Pourquoi on commence à gratter? Parce que c'est la salive de la femelle qu'elle a injectée sous la peau qui va entraîner une réaction inflammatoire. Donc le corps, il va détecter, il va se défendre, il va détecter un composé étranger, il va se défendre. Voilà. Ça, c'est un moustique gorgé, on vient de le voir. Ça, c'est un moustique gorgé de sang. Tout à fait. Donc c'est une femelle qui est en train de prendre du sang. Oui. Et elle prend l'équivalent de son poids de corps en sang. C'est énorme. Donc c'est énorme. Elle a besoin de ça pour développer ses œufs. Très bien. Alors justement, il y a eu beaucoup cet épisode où tous les Algériens ont pris panique parce qu'ils ont été piqués et durement piqués et ça a fait des inflammations, des rougeurs et vraiment même ça s'est infecté dans certains cas. Bon, pourquoi il y a des rougeurs un peu spéciales par rapport à la norme, au moustique commun qu'on a chez nous? Parce que c'est un moustique qui est nouveau en Algérie. Donc il faut savoir qu'il a commencé, il s'est installé en 2015. On l'a trouvé à Oran. Et il a commencé à se propager sur tout le littoral algérien. Il y a des villes où il s'est développé un peu mieux, où il y a des villes où il y a une forte population, où il y a une forte humidité, par exemple comme Djidjel, comme Alger, comme Tipaza aussi, on a de fortes plaintes là-bas. Donc il s'est propagé comme ça. Et on le retrouve maintenant, en 2015 il était à Oran maintenant, et l'année dernière on l'a retrouvé à Al-Qala. Donc c'est bien propagé. Il s'est bien propagé, exactement. Alors vous qui avez travaillé justement sur cette dynamique des populations du moustique tigre, puisque vous avez fait tout un travail là-dessus, vous avez cartographié son déplacement. Oui. Il est venu d'Europe? Oui, bon, on n'est pas sûr à 100% parce qu'il faut des analyses un peu poussées, mais on est en train de le faire. On pense qu'il est très fort possible qu'il soit venu d'Europe, parce que tout le sud européen est envahi par ce moustique. Il faut savoir que l'Italie, elle est envahie à 95% de son territoire. En France, il est monté jusqu'à Paris. Il se trouve actuellement à Paris. Le sud de l'Espagne aussi, il est envahi. Donc on pense qu'il est passé par l'Espagne, à travers le Maroc, donc par Gibraltar. Donc il y a des échanges maritimes qui sont intenses à ce niveau-là, parce qu'il n'y a qu'une quinzaine de kilomètres. Bien sûr. Donc il est entré au Maroc, il est entré ensuite à Oran, il s'est installé là-bas. Voilà. Et bien entendu, la chaleur ne fait qu'accentuer justement la population des moustiques. Puisque entre les fortes températures, entre aussi l'humidité, ça crée ce foyer naturel et idéal pour la propagation du moustique. Tout à fait. Pas une chaleur excessive. Par exemple, au Sahara, il ne va pas se trouver bien là-bas. Parce qu'il y a une chaleur excessive. Mais au niveau de la zone tempérée, qui est comparable à la zone qui se trouve dans le sud européen, où la température elle n'est pas excessivement élevée. Mais lui, il est actif au moment où il fait beau, c'est-à-dire entre le mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Ensuite, l'activité, elle cesse complètement. Tous les moustiques adultes vont mourir, ils vont laisser leurs œufs, qu'ils ont pondus un peu partout. Si on leur laisse des gîtes, si on ne fait pas de prévention, si on ne fait pas de nettoyage des jardins, etc. Donc l'année prochaine, ça va recommencer. Dès qu'il fera beau, ça va pulluler. Ça va éclore encore et les populations vont se régénérer encore une fois. Alors la municipalité, bien sûr, passe tous les soirs, on les entend, ce sont des camions qui passent pour essayer donc essayer de mettre des produits aussi phytosanitaires pour tuer ces individus. Oui, mais c'est insuffisant. Il faut savoir que chaque groupe de moustiques, il a sa façon de faire pour lutter contre. Ce moustique, il est diurne, donc il est actif pendant la journée, donc il faut traiter pendant la journée. Et il y a des moyens de traitement, il y a deux types en général de moyens de traitement. Il y a le moyen avec le camion, où l'appareil il est mis à l'arrière d'un camion, un pick-up, il passe sur la route et il fait une aspersion d'insecticides. Ce moyen-là ne marche pas très bien contre ce moustique. Il peut marcher contre d'autres types de moustiques, mais contre celui-là, ça ne marche pas très bien. Le meilleur moyen, c'est l'appareil qu'on met sur le dos et on met le canot au niveau de la végétation, parce que c'est là où se cache le moustique. Il se cache dans la végétation, pas dans les maisons.
Et à ce moment-là, on pourra atteindre ce moustique et l'éliminer. Alors, vous faites des formations justement avec ces services sanitaires. Oui, oui. Chaque fois, chaque année, quelles sont les périodes les plus intenses? Oui, donc bon, ces formations, on les fait essentiellement sur le terrain. On va avec ces gens-là sur le terrain pour leur montrer où est-ce qu'ils doivent asperger, les foyers où il faut attaquer le moustique. Mais il faut savoir que quand on arrive à l'étape d'aspersion de l'insecticide, c'est que, en quelque sorte, la prévention, elle a échoué, en quelque sorte. Parce que balancer de l'insecticide comme ça, à chaque fois, c'est pas bon. Parce que l'insecticide, déjà, il n'est pas spécifique. Il ne va pas tuer que cet insecte. Il va tuer les abeilles. Il y a des insectes qui sont bénéfiques pour l'être humain. Et on n'a pas intérêt à les tuer. Hein. Il y a des pollinisateurs, hein, comme vous le savez. Il y a des pollinisateurs, il y a des prédateurs. Donc, il y a des prédateurs. Oui. Et donc, on n'a pas intérêt à tuer ces insectes-là. Il y a aussi le fait que ça reste toujours un produit qui a une certaine toxicité. Donc, il ne faut pas l'utiliser. Il y a des asthmatiques, il y a des personnes qui ont du mal à respirer aussi le soir. Exactement. Et il y a un gros problème aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on exagère en utilisant ces insecticides tout le temps, le moustique va s'adapter à cet insecticide. Il deviendra résistant et on ne pourra plus le combattre. Voilà, tout à fait. Ouais. Alors, parlons un petit peu donc, de la réaction que justement ce moustique fait sur l'individu. Comment est-ce que le moustique va aller piquer un individu? C'est cette énergie, lui a peut-être des yeux qui voient un peu plus infrarouge. Comment ça se passe? Racontez-nous tout. Donc, le moustique, bon, vous avez les moustiques qui sont nocturnes, donc ils détectent, ils n'utilisent pas leurs yeux parce que bon, ils utilisent d'autres sens. C'est au niveau des antennes, ils ont des sensibles au niveau des antennes, ils vont capter certaines molécules. Ils sont très intelligents. Voilà. Non, ils sont adaptés. Ils sont formés pour. C'est l'adaptation, exactement. C'est la création qui est comme ça. C'est le bon Dieu qui a fait les choses comme ça. Donc, ils vont détecter leur proie, qui peut être un être humain, qui peut être un animal. Donc il y a des moustiques qui ont des préférences pour piquer les animaux, il y a d'autres qui préfèrent piquer l'homme, et il y en a qui sont opportunistes, qui piquent tout ce qui passe. Voilà. Donc comment ils vont détecter leur proie? Ils vont détecter le CO2 qu'on dégage, parce que nous, on aspire l'air et on dégage du CO2. Donc ça, ils vont le détecter. Ils vont détecter aussi la température du corps, de très loin, de plusieurs dizaines de mètres. Très bien. Ils vont détecter l'odeur de l'individu, parce que là, notre sueur, on dégage certaines molécules qui sont détectées par le moustique. Donc, et en général, les bébés sont plus vulnérables que les adultes. Ils sont plus piqués en général et ils ont une réaction encore plus développée. Oui, on a l'impression, mais pas du tout, parce que la réaction peut-être elle sera plus impressionnante, parce que leur système immunitaire il n'a pas de défense qu'il faut, donc ça crée une réaction immunitaire un peu importante. Mais beaucoup de personnes, même les adultes, ont des réactions immunitaires inflammatoires, je veux dire, assez importantes. Il y a une rougeur sur une grande surface, des fois un enflement, et des fois même ça peut aller jusqu'à une fièvre. Donc à ce moment-là, il faut aller chez le médecin. Tout à fait. Nous avons reçu une invitée il y a l'année dernière, qui avait été piquée par un moustique tigre, et vraiment ça a eu une inflammation extraordinaire. Importante, oui. Importante. Bon, la cause, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas habitué à la salive de ce moustique, parce que l'autre moustique, bon, il nous pique et il laisse un petit bouton et là ça part. Vous désinfectez et ça va dans quelques heures. Mais la composition de la salive des moustiques, parce que là c'est un autre genre complètement différent de l'autre genre qui est Culex pipiens. Celui-là c'est le genre Aedes. Et le nom latin du moustique tigre c'est Aedes albopictus. Donc c'est un autre genre complètement différent. Et les gens n'ont pas une immunité qui est adaptée à la salive de ce moustique. C'est pour ça que ça crée une réaction inflammatoire assez importante. Alors, quels sont les symptômes apparents? Comment on saura que c'est vraiment un moustique tigre qui nous a piqué, si on ne le voit pas, si on n'arrive pas à le détecter? Bon, il y a des petites choses qu'on peut voir. Déjà, lui, il préfère piquer les parties basses du corps, les jambes, les membres inférieurs, les jambes, certainement. Donc, pourquoi? Parce que c'est l'adaptation, parce que c'est un moustique qui est diurne, il pique le jour. Donc, il n'a pas intérêt à piquer sur les surfaces hautes du corps, parce qu'on va se rendre compte, on va le voir, on va le chasser. Donc, il va piquer les zones basses,
Voilà, comme ça, on ne va pas le voir. Et voilà. Et il est agressif. Pourquoi on dit qu'il est agressif? Parce que la femelle, elle doit être agressive. Parce qu'elle est diurne. Elle a intérêt pour prendre du sang. Parce que c'est un moustique qui est diurne. Et il faut qu'elle prenne le repas sanguin. Parce que quand on est... il a la même période d'activité que l'être humain, c'est-à-dire il vit le jour. Donc il nous pique pendant qu'on est éveillé. Donc le risque de le chasser est plus important que le moustique qui pique la nuit, quand on dort. Oui, donc c'est pour ça qu'il réessaye. Donc il nous pique, quand on le chasse, il revient. Et voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il est agressif. Alors ce genre de piqûre, peut-être, est-ce que ça peut être aussi exagéré? Oui, il y a certaines personnes qui ont montré ce tableau-là. Parfois, c'est très impressionnant. Wow, c'est impressionnant. Oui, c'est dû à l'hypersensibilité de la personne. Oui. Il y a des gens qui sont plus fragiles par rapport aux piqûres de moustiques, plus sensibles. Oui. Donc, ils montrent des réactions inflammatoires aussi importantes. Ça peut aller jusqu'à la fièvre, par contre. Soit vous prenez des sprays, vous prémunissez donc, de ce genre de piqûres, soit après la piqûre, vous désinfectez. Comment ça se passe? Voilà, donc déjà pour éviter de se faire piquer, on peut utiliser des sprays, comme vous dites, des répulsifs. Donc c'est des matières qui sont répulsives, qui se vendent en pharmacie. On va les appliquer sur les parties nues du corps qui ne sont pas cachées. Là, on évitera les piqûres. Donc le moustique il va venir, il va sentir cette matière, il va repartir. Donc il ne va pas piquer. Donc d'autres méthodes, c'est que de mettre des habits qui sont longs. Mais là, en période de chaleur, ça, c'est pas évident. Oui, voilà. C'est vrai. Mais quand on a été piqué, donc ce qu'on conseille, c'est que les gens ne vont pas se gratter. C'est difficile. Hein. C'est très difficile. Donc pour éviter, pour calmer la sensation de démangeaison, on peut mettre des pommades anti-prurigineuses qui se vendent en pharmacie. On peut mettre certains produits, si on n'a pas, donc on peut mettre de l'alcool ou bien du vinaigre blanc. Oui. Ça peut calmer Le vinaigre blanc, il paraît que c'est très bon aussi. Ça peut calmer la sensation de démangeaison. Oui. Et cette sensation va disparaître au bout de quelques minutes. Hein. Il faut être patient. Pourquoi ne pas gratter? C'est pour ne pas créer des fissures sur la peau, des écorchures. Il faut savoir que la plupart du monde, ils ont des bactéries au niveau on a des mains sales. Oui. Donc quand on se gratte, on crée des fissures, il y a des bactéries qui peuvent pénétrer et ça crée une infection. À ce moment-là, on est obligé d'utiliser des antibiotiques. Très bien. Mais sinon, le moustique ne va pas transmettre une maladie quelconque? Non, non. Il y a une spécificité chez les moustiques. D'ailleurs, par exemple, vous avez cité l'anophèle qui transmet le paludisme. Le moustique tigre ne peut pas transmettre le paludisme. Il a sa spécificité. Il a des... Heureusement. Exactement. Donc, il peut transmettre certains virus, mais il est bon dans la transmission de certaines maladies virales, comme le chikungunya ou la dengue. Oui. Exactement. Voilà. Mais il est mauvais pour transmettre le Zika. Tout à fait. Donc, mais il peut transmettre ce genre de choses. Très bien. Nous, pour éviter qu'il y ait transmission, il faut éviter qu'il y ait une densité importante. Très bien. Parce que c'est toujours lié à la densité. Plus on a du moustique, plus le risque est important qu'il y ait transmission de maladie. Tout à fait. Donc, en cas de piqûre, faites attention, essayez, évitez de vous gratter, donc désinfectez automatiquement. Et si, bien sûr, vous avez un doute et vous avez une crainte, vous pouvez aller chez votre médecin ou au niveau des centres sanitaires, n'est-ce pas? Voilà. A-t-il un prédateur, ce moustique? Non. Ou ses larves? Non. Même pas. Pour les larves, oui. Pour les larves, on peut utiliser, il y a un poisson qui s'appelle le Gambusia, c'est un poisson larvivore qui mange les larves de moustiques. Il faudra mais trouver, son application n'est pas... On en a, j'ai un élevage à Pasteur, mais il faut l'utiliser dans des espaces, des collections d'eau assez importantes, comme des bassins, mais on ne peut pas... Le problème pour ce moustique tigre, c'est qu'il se développe dans des petits gîtes, c'est-à-dire des petites collections d'eau. Un verre lui suffit. Qui contient de l'eau, voilà, ça suffit pour se développer. Donc on ne peut pas mettre du poisson dans des verres d'eau ou bien dans des bidons, dans des arrosoirs. Et il faut juste nettoyer son jardin. Voilà. Et là, si le citoyen ne participe pas à cela, parce qu'il se développe dans les jardins des maisons des citoyens. Donc c'est pas, on ne va pas incriminer l'APC ou donc dans le jardin. Dans le jardin des gens. Vous disiez déjà ça se développe sur les herbes, etc. Les jardins. Non, il se cache dans les herbes, mais il se développe dans les ustensiles qu'on laisse, qui contiennent de l'eau, qu'on laisse dans les jardins.
Voilà, il ne faut pas laisser ces ustensiles, il faut les jeter. Si on ne les jette pas, il faut les renverser pour pas qu'ils contiennent de l'eau de pluie ou l'eau d'arrosage. Le moindre ustensile qui contient de l'eau peut être un gîte pour ce moustique. Très bien. Ben, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je rappelle Dr Saïd Chawki Boubidi. Vous êtes donc spécialiste des insectes nuisibles et vecteurs des maladies à l'Institut Pasteur. Merci beaucoup d'être venu nous parler donc de ce moustique tigre. Bon courage à vous. Merci. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Eh bien, cette fois-ci, on va rester dans le domaine de la zoologie. On va s'intéresser à une culture des moules à Mostaganem. C'est Sahida Mariouf qui nous fait le topo. Voilà. La barque rentre de mer et tout près du rivage, c'est le déchargement de casiers plein de moules. Nous sommes dans la zone aquacole de Stidia, à une quinzaine de kilomètres de Mostaganem. La mytiliculture se pratique ici depuis 2 années déjà sur une concession de 5 hectares. Nombreuses vérifications sont effectuées auprès des naissants dans toutes leurs étapes d'élevage. Les filets, les prédateurs. Parce que كاين لي دوغات كاين لود مار كاين بزاف يجوا لي نساء كي يكونوا صغير ياكلوا الدوغرات ولا حنا نديروا لا بروتاج تاع هذاك لي ساك هذوك الفيلي هذاك نديروا بور بروتيجي لي مول هذا مثلا. Après réception des moules, on procède au contrôle du calibrage pour en tirer la taille marchande. Les calibres commerciaux, la taille commerciale de la moule est 4 cm. Plus de 4 cm. La région de Stidia, la qualité de l'eau, les profondeurs, la filtration du phytoplancton, des algues, etc. Pour la filtration de la moule, notre ville calibre plus de 4 cm. C'est la qualité de très bonne qualité. Par rapport à la durée de croissance, la durée d'élevage. Pour les fermes culture, multiculture, l'élevage pendant 9 mois. Mais au région de Stidia, 5 mois, on attend la taille commerciale. Dans la ferme de conchiliculture, cet investissement privé vise 120 tonnes par an de moules sur une seule ligne, sur un total de 8 lignes. 18 emplois entre directs et indirects ont été ainsi créés. Le coût du projet est estimé à plus de 3 milliards de centimes. On a bénéficié de 800 mètres carrés sur la terre pleine et 5 hectares en mer. Cela fait 2 années que nous sommes entrés en production et nous commercialisons notre produit sur les régions de l'ouest du pays. La diversification du produit de la mer pour la consommation et l'augmentation de la production, telles sont les visées en optant pour la mytiliculture ou la culture des moules, une des principales activités liées aux coquillages et aux fruits de mer. S'agissant du développement de l'aquaculture, la mytiliculture a fait son apparition dans la wilaya de Mostaganem en 2017 et ce, afin de répondre à un besoin croissant en matière de moules dans les wilayas côtières de l'ouest du pays. Voilà, c'était donc la mytiliculture, c'est la culture des moules. Eh bien, Saïda Mariouf est une spécialiste en matière aussi d'environnement, elle qui est toujours sur tous les terrains, tous les fronts, pour nous faire donc de beaux reportages. Et c'est pas Hamid Belkacem qui va nous dire le contraire. Bonjour Hamid. Bonjour, sûrement pas, hein, la grande bleue qui a juste derrière vous. Vous êtes un journaliste sur le terrain, toujours actif, toujours prêt à nous montrer de belles choses et défendre et dénoncer certaines choses. Surtout dénoncer en ce moment parce qu'il y a eu la semaine passée un pic de 15 gigas de consommation d'électricité. C'est tout simplement anormal. C'est vrai que les 15 gigas rapportés à d'autres pays, c'est rien, ça dépend. Mais bon, on va en parler. On est un grand pays, hein, il faut le dire. On est un grand pays, mais on est de Moubedirin. On gaspille énormément. Et ce qui est inadmissible, c'est que il y a eu le 5 juillet, c'est la fête de l'indépendance, c'est un grand jour pour tous les Algériens sur les 48 wilayas. Il y a eu quelque chose comme 62 millions de logements distribués, juste après un pic d'énergie, parce que les gens étaient contents, entre autres, de fêter ça. Il y a un pic j'allais dire, il y a une canicule, et résultat des courses, il y a un pic de consommation d'électricité. Lorsqu'on regarde de très près, il y a eu énormément
et j'assume ce que j'ai dit. La politique nationale de logement, en termes de quantité, ce qui a été fait ces 20 dernières années, aucun autre pays ne l'a fait. Ni, j'allais dire, ni Mecca al-Mukarrama, ni le Vatican. C'est énorme, plus de 2 millions de logements. Maintenant, lorsqu'on regarde de près, on va traîner comme un boulet de canon ces 2 millions de logements et d'autres, parce qu'on a très mal construit sur le plan de l'isolation thermique. Et au jour d'aujourd'hui, on est en train de payer les frais. S'il y a eu pic, c'est qu'il y a eu très mauvaise, pour ne pas dire absence totale, d'isolation thermique de ce que nous avons, ce que l'Algérie a construit ces 20 dernières années. Et on construit mal, on construit avec des matériaux énergivores, et on construit du logement, et non pas de l'habitat, du logement où il faut chauffer à fond en hiver et rafraîchir à froid en été. Et c'est pour cela qu'il y a cette pic surconsommation d'énergie qu'on va traîner pendant des décennies encore. Eh bien, notre architecte est là pour nous en parler, nous dire quelles sont les clés justement pour essayer donc d'être moins énergivore, comment construire intelligemment avec bien sûr des matériaux aujourd'hui intelligents. C'est pas pour rien que nos ancêtres ont si bien réussi. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas cette nouvelle génération? Alors je vous présente Akli Amrouche. On a toujours plaisir à vous recevoir. Bonjour. Merci. Bienvenue parmi nous. Vous êtes architecte et urbaniste, directeur de la revue Vie de Ville. Vous étiez venu nous parler en tout cas de la pollution visuelle et un bel espoir de reconstruction et de construction avec cette nouvelle vague d'architectes algériens. Effectivement, oui. On essaie toujours de se projeter vers l'avenir. Hein. J'espère qu'aujourd'hui, on va apprendre de nos erreurs pour rebondir et aller plus loin, quoi, ensemble. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous êtes venu nous donner quelques conseils et nous donner les clés d'une économie d'énergie, les clés pour économiser notre énergie. Dans le bâti. Hein. Oui, dans le bâtiment. En fait, il n'y a pas de recette toute faite. Je veux dire, c'est un mouvement qu'il faut, un mouvement national qui doit se mettre derrière. Des petites opérations qui ont été organisées au niveau donc, de certains logements tests, des habitations tests qui ont bien donné. Ah ben, effectivement. Donc, le problème, c'est qu'on reste sur les projets pilotes et on ne va pas plus loin. Donc il y avait, c'est vrai, les 600 logements haute performance énergétique. Bon, on n'a aucun bilan, on ne connaît pas les résultats. Il y en a certains qui ont été livrés, d'autres apparemment non. Tout à fait. Je connais un, puisqu'on les avait reçus, c'était le laboratoire, le CNERIP, qui avait donc organisé cette belle opération avec des bâtiments intelligents, on va les appeler comme ça. Oui, le CNERIP, il faut préciser que c'est le centre de recherche qui normalement édicte les règles de construction. Tout à fait. Et qui ont normalement force de loi. Le CNERIP a bien entendu produit des documents pour l'isolation des bâtiments, l'isolation thermique. C'est lui qui produit les DTR, les documents techniques réglementaires. Effectivement. Oui, antisismique, bien sûr. Effectivement, j'ai des documents qui datent de 1991-97. Et puis il y a eu un autre en 2005 et aujourd'hui encore on travaille dessus. Monsieur Akli Amrouche, je voulais dire que l'Algérie dispose d'une réglementation en matière de construction, d'isolation thermique depuis 1997. Oui, même avant. Ça veut dire ce que nous avons construit depuis 1997 et quelque part hors norme ou hors la loi sur le plan de l'isolation thermique. Alors, hors la loi, oui. Parce que normalement, il y a exigence. On a des milliers de bâtiments hors la loi construits après 97. Oui, mais ça, c'est les politiques un peu de l'urgence, de construire vite. Malheureusement, construit pas toujours bien, construit mal. Et ça donne des appartements très, très mal isolés. Mal orientés aussi, parce que l'orientation entre en jeu. Merci de me rappeler, parce qu'il y a d'abord l'étude d'architecture. L'étude du sol, l'étude aussi d'orientation. L'étude d'architecture, quand tout à l'heure Mohamed a parlé du fait que les logements sont mal conçus, effectivement, si on arrive à concevoir de l'habitat et non pas du logement, c'est pas mal de paramètres qui rentrent en jeu, même tout ce qui est aménagement extérieur, parce que ça aussi, ça crée des microclimats au niveau des quartiers. Vous savez, quand on construit un îlot, il y a des îlots de chaleur qui se forment si vous ne mettez pas de végétation, donc ça augmente la température, etc. Mais au-delà de ça, donc, quand on arrive au logement, le logement est très mal isolé. J'ai eu des discussions avec les spécialistes qui me disent
que la consommation d'électricité, hein, c'est pratiquement 400 kilowatts par mètre carré par an. En Algérie. En Algérie, oui. L'équivalent au niveau méditerranéen, on va dire. Oui. Je vous donne, pour les bâtiments à haute performance énergétique, si on prend par exemple ce qui se fait de mieux, la consommation ne doit pas dépasser les 65 kilowatts par mètre carré par an. Donc on est très très loin. Je veux dire, il y a un problème de prescription au niveau des matériaux, il y a un problème de conception des bâtiments, parce que c'est des logements types qu'on met un peu partout, avec le même type de matériaux. Le béton est un très mauvais isolant, donc si on travaille avec du béton pour aller vite, ok, mais après il faut réfléchir sur des solutions d'isolation par l'extérieur, ou même par l'intérieur, mais en tout cas, il y a des techniques aujourd'hui qui existent, les documents techniques en parlent, mais en finalité des courses, personne ne contrôle. Dans des pays qui respectent ces réglementations, quand vous déposez le permis de construire, vous donnez une notice avec le calcul thermique qui doit être vérifié par la suite pour qu'on vous donne le certificat de conformité. Et pourtant, ça se faisait. Ça se faisait à une époque, en tout cas, la réglementation, le suivi, l'architecte, le génie civil qui travaillait sur le terrain. À ma connaissance... Au niveau des wilayas, hein, ça se faisait. Est-ce que, aujourd'hui, on sait que le CTC, le contrôle technique de la construction, prend en charge la qualité du béton? Parce qu'on est dans un pays à forte sismicité, donc en général, le béton est bien pris en charge. Mais est-ce que l'aspect isolation est inspecté? Si c'est oui, non. Non, à ma connaissance, non. En tout cas, sur ce qu'on voit comme réalisation, il n'y a aucun genre de contrôle de ce type. Ni par aucun organisme. Est-ce qu'il y a un organisme qui aurait pu le faire? Non, en fait, ce qu'on fait des derniers temps, on a bien sûr, un peu évolué. Donc, dans les logements, on utilise aujourd'hui du PVC pour les ouvrants. Et normalement, quand ils sont bien faits, bon, il n'y a pas d'air qui rentre. Donc, il n'y a pas de déperdition. Il n'y a pas beaucoup de déperdition. Mais il y a tellement de malfaçons, et ça c'est les citoyens qu'on connaît, qui ont reçu des logements, qui vous disent qu'ils devaient, à chaque fois qu'ils rentrent, ils doivent tout refaire. Et donc il y a des malfaçons dans la réalisation. Et le contrôle n'est pas assez strict. Normalement, il y a des choses qui doivent être refusées. Et puis le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle en aval. Donc c'est que les gens se permettent un peu dans l'urgence de faire des choses, de transgresser la loi. Alors que pourtant, moi je pense qu'il n'y a pas que le logement. Il n'y a pas que le logement. Il y a bien entendu tout ce qui est équipement public, les écoles, les hôpitaux, écoles, etc. Les grands équipements qui consomment beaucoup d'énergie. Là aussi, il y a un travail à faire. Et puis surtout, il y a la responsabilité quelque part aussi des maîtres d'œuvre qui doivent aussi influer la décision des maîtres d'ouvrage pour avoir une inertie acceptable au niveau des cloisons extérieures et ne pas faire à tort et à travers un peu des parois en verre. On vient mettre en plein sud des parois en verre, après on cherche à climatiser, donc c'est un peu... C'est vrai, c'est illogique. Voilà, en tout cas, on salue les belles initiatives. Il y a de très belles initiatives qui sont faites donc un peu partout. On avait reçu un monsieur qui était dans la recherche, qui était venu donner une idée dans sa région, en tout cas une belle région algérienne, où j'ai oublié donc le nom, mais en tout cas, il avait réussi à faire économiser une école, l'énergie dans une école. Et donc, ils éteignaient l'électricité à distance. Il avait fait tout un réseau, un schéma. D'ailleurs, on le salue, on va le recevoir encore une fois pour voir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette belle initiative. Et Tafilalt aussi est un bel exemple d'économie d'énergie aussi. Effectivement, à Gardaya, donc, ils ont créé un genre d'économie circulaire sur place avec des matériaux locaux. Donc, il y a Tafilalt, il y a Tinmérine, il y a Tarounza, enfin, il y a des quartiers à Gardaya qui commencent à... Enfin, en tout cas, qui ont utilisé cette réglementation juste par l'utilisation de matériaux locaux, la pierre, la terre. Même l'architecture est pensée de manière intelligente pour garder la fraîcheur. Les grands boulevards, c'est des petites venelles, c'est voilà, un peu dans la façon traditionnelle de faire de l'habitat. Voilà, on voit Tafilalt. Mais voilà, donc c'est des opérations bien entendu à encourager parce que ça fait appel à un système même social très intéressant de construction
construction, la TUISA, Oui. et ça forme aussi des gens dans la construction sur des métiers qu'on a perdus, Tout à fait. malheureusement. Aujourd'hui, il y a des rencontres sur l'architecture de terre. Chaque année, pratiquement, il y a tous les 2 ans maintenant, Ah oui, pratiquement avec Yasmine Terki, qui nous ramène des spécialistes du monde entier qui travaillent sur la terre et l'architecture, ces matériaux intelligents aujourd'hui. Moi, je pense qu'elle fait un travail remarquable, un travail de communication, de sensibilisation. Le problème, c'est que ça tarde À se déclencher, peut-être. Oui, voilà. Il y a des formations pourtant pour raviver cette idée. Les pouvoirs publics, en tout cas avec les prochains gouvernants qui vont prendre les rênes un peu de ces problématiques-là, il faut absolument qu'ils écoutent ce genre de spécialistes et qu'ils n'aient pas peur pour y aller. Voilà. Aujourd'hui, vous savez, j'ai eu même une fois, j'en parlais à Hamid tout à l'heure, une dame, une architecte qui a construit en terre, avec des briques de terre, et il y a eu un directeur d'OPGI qui a refusé, qui a complètement cassé ce qu'elle a fait. Donc ça, c'est un peu... c'est encore dans les mentalités. Voilà, parce que peut-être ça prenait un peu plus de temps, ou je ne sais pas, mais c'est arrivé à ce stade de détruire des choses parce que, voilà, sous le prétexte de l'urgence. Moi, je pense que déjà, il faut maturer les projets, il faut se documenter parce qu'il y a pas mal de règlements, de techniques de mise en œuvre, etc., qu'il faut réapprendre peut-être, et qu'il faut respecter. Et de l'autre côté, le contrôle, je pense qu'il faut... Il faut un CTC de l'isolation thermique du bâtiment. Oui, le CNERIB, l'APRU et le ministère de l'Énergie. Il faut des organismes qui apposent leur visa avant la délivrance d'un permis de construction. Si on veut réduire notre consommation d'électricité, vous agissez sur les causes. Si vous arrivez à faire baisser la consommation sur chaque logement de, je sais pas moi, quelques dizaines de kilowatts, vous avez une économie d'échelle extrêmement importante, en gigas. Vous avez donné des chiffres tout à l'heure, 400. 400 kilowatts par mètre carré par an. Alors que la moyenne, c'est quoi, 70? Pour un bâtiment bien isolé, c'est maximum 70. Quoi. Donc on est le bâtiment algérien qui consomme 6 fois plus d'énergie qu'un bâtiment fait. C'est quand même énorme. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la durée de vie d'un logement, enfin, si on parle du logement, il faut savoir que 42% de l'électricité est consommée par le résidentiel. 42% de l'électricité au niveau national. Et donc, le résidentiel, c'est la part du lion. Et donc, ces 42%, il faut les tirer vers le bas. Il faut les diminuer. Comment? La durée de vie d'un logement est de quoi? 50, 60, 70 ans? Aujourd'hui, on construit un béton, c'est 50 ans, normalement. Voilà, 50 ans. Donc, pendant 50 ans, le bâtiment doit tenir en tout cas 50 ans. Après, alors, que faut-il faire? C'est peu, hein. On a très mal construit. On a construit des bâtiments passoires sur le plan de l'isolation thermique. Donc, on va traîner cette crise énergétique, ces opérations ces pics, suivies de délestage inéluctables pendant 50 ans. Donc, comment faire les 50 prochaines années pour essayer de concilier le logement et l'isolation? Écoutez, en Europe, ils ont connu ces périodes, donc, mais ils ont appliqué des politiques volontaristes de réduction des impôts, etc., pour essayer justement de retravailler sur ces immeubles et leur donner une qualité. Ça se faisait de particulier en particulier, c'est-à-dire ils avaient chaque individu, chaque ménage pour essayer donc de travailler sur l'isolation de leur maison. Effectivement, ils commencent par les ouvrants, tout simplement, par les toitures, parce qu'il y a beaucoup de déperdition au niveau des toitures. Et après, bon, si on voit que ça ne marche pas trop, après c'est de l'isolation par l'extérieur, etc. Les cloisons. Oui, mais c'est vrai que c'est coûteux, hein, quand je dis 40 kilowatts par mètre carré par an, ça implique bien entendu un coût supplémentaire pour le bâtiment, mais on n'en est pas là. Je veux dire, si on descend à 150 ou kilowatts, ce sera déjà quelque chose. Regardez tout ce qu'on économise. Après, bon, maintenant, il faut s'asseoir avec des spécialistes et discuter quels seraient les moyens pour essayer au moins de commencer. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on respecte la réglementation thermique. Oui. Vous savez, c'est coûteux, mais une centrale électrique de 1200 MW coûte quelque chose comme 2 milliards de dollars. C'est quand même énorme. Donc, est-ce qu'on va continuer à construire des passoires sur le plan d'isolation thermique et prévoir un budget triple
pour l'investissement en matière de centrales électriques. Alors, le problème aussi qui se pose, c'est pas juste comme ça, parce que en fait, si les pics, s'ils se répètent plusieurs fois, Et ils vont se répéter. on risque la panne générale. Oui. Je veux dire, c'est ça, c'est tout le monde après qui perd. On est Vous en avez plein parlé de bouleversement délestage, climatique. c'est vrai. Oui. Chaque fois, il y a des C'est délestages. inévitable, c'est inévitable. La planète se réchauffe. Surconsommation. C'est pas une vue de l'esprit. C'est ça. Il y a des pics, il y aura des pics, donc il y aura des périodes où il y aura plus d'humidité, un pourcentage plus élevé, où il y aura un appel à la consommation d'énergie électrique et bonjour les dégâts. Donc il faut se préparer, il faut avoir un plan à court, moyen et long terme, sinon on va aller vers le chaos électrique. Jusqu'à présent, il y a eu l'organisme APRU qui a été créé, et ils font du bon boulot, hein, je veux dire, Oui. ils font ce qu'ils peuvent avec Oui. les moyens qu'ils ont. Mais on reste juste à parler, hein, je veux dire, bon, on fait des petites actions. C'est comme les panneaux photovoltaïques, nous on en parle très souvent, l'économie d'énergie, l'économie verte. renouvelable, oui. Oui, les énergies On nous a- renouvelables. ouais. Mais pourquoi on n'arrive pas encore une fois à construire avec ce genre de panneaux photovoltaïques? Le jour où ils ont annoncé 22 gigawatts d'énergie renouvelable, moi c'était un mensonge. Je veux dire, je l'ai tout de suite vu comme ça. J'en ai fait, j'ai fait ma recherche. Et je me suis tout de suite posé la question, est-ce que c'était possible de doubler pratiquement, tripler pratiquement la puissance électrique et en faire passer 50%. C'était pas C'était irréalisable. C'était irréalisable, irréaliste. Maintenant, il faut revoir sur des programmes peut-être moins ambitieux, mais réalisables, et qu'on y aille, quoi. À petite échelle déjà, faire des tentatives à petite échelle, Pourquoi puisque ça faire- s'est fait. Pourquoi faire une méga centrale d'énergie renouvelable de 4 gigas alors qu'on peut faire plusieurs petites à 500 mégas. Voilà, donc c'est des calculs faux en fait. Oui. Et puis concentrer tout, c'est augmenter le risque. Je veux dire, il y a aussi des visions stratégiques qu'il faut développer aujourd'hui pour pouvoir justement arriver en 2030 ou 2035, que sais-je, parce que ça, la consommation, elle va continuer à grimper. On est un pays en voie de développement. J'espère qu'on le sera, on sera un pays émergent bientôt, mais ça a un coût. Et puis il faut de l'énergie. Si on revient en arrière un petit peu, déjà, nos parents déjà ne vivaient pas de manière aussi excessive en matière d'énergie. On n'était pas de grands consommateurs d'énergie. On n'avait pas nos climatiseurs, les climatiseurs dans les voitures, donc il n'y avait pas cette surconsommation En fait, d'énergie. cette opulence en matière de... Et l'opulence appelle le gaspillage. Climatique. Il y a le réchauffement climatique, mais il y a d'autre côté, il faut le dire, on ne le dira jamais assez. Vous savez, il faut dire aux citoyens algériens que quand il prend sa facture d'électricité, il voit des chiffres. Les 125 premiers kilowattheures sont payés à 1 dinar 71, pardon. Et au-delà du 126e jusqu'au 250e kilowattheure, c'est à peine 4 dinars 17. Donc 1,71, 4 dinars 17. Il faut savoir que quand on paye 1 dinar 71 le kilowattheure, au sortir de la centrale électrique, vous savez combien il revient 12 dinars. Oui. 1 kilowattheure prix de revient 12 dinars, il est payé à 1 dinar 71. Résultat des courses, on gaspille. Oui. Les Algériens, nous sommes des moufsédines on gaspille énormément d'électricité parce qu'elle est à très bas coût. Et s'il n'y a pas, je ne suis pas là pour dire qu'il faut réajuster, mais il faut rééquilibrer d'abord le résidentiel parce que c'est 42% de la production d'électricité au niveau national. Et si on ne règle pas certains problèmes, on va connaître d'immenses problèmes en matière de production d'électricité. Je vous donne une autre information. L'Algérie a ratifié la COP 21 et s'est engagée à réhabiliter, à mettre au niveau confort thermique 100 000 logements par an. Est-ce que c'est un projet? Ça va être suivi? Est-ce que ça va être suivi? Est-ce que c'est réalisable? Donc attention, je veux dire, quand vous prenez des engagements à l'international, bon, après vous ne devenez pas sérieux. Je veux dire, si vous ne respectez pas ces engagements. Moi, je le dis tout de suite, à ce prix de l'énergie, ce n'est pas réalisable. C'est-à-dire qu'il faut trouver, c'est à ceux qui font de l'économie, trouver les bons équilibres entre... Les bonnes formules. En fait, il faut trouver de l'emploi et de la richesse. Il faut créer des entreprises spécialisées dans l'isolation thermique, les défiscaliser, leur donner un plan de charge, que ce soit CNAC, Engem, Enseigne, pour permettre la création d'une véritable industrie de l'isolation. Et le geste citoyen aussi. Ah bah ça c'est sûr. Il commence à y avoir des industriels qui investissent aussi sur des matériaux quand même pas mal.
en isolation. Etc. Oui. Et donc il faut encourager, c'est clair. Mais bon, arrêtons de parler et soyons sérieux. Sérieux, tout à fait. Eh bien, on en reparlera, si vous le voulez, avec des exemples plus concrets la prochaine fois, avec peut-être ces nouvelles sociétés et start-up qui travaillent dans ce genre de matériaux. La technologie aujourd'hui, bien sûr, permet déjà de donner des statistiques réelles, parce qu'on n'a pas de statistiques, c'est ça le problème. Très bien. Pourquoi on avance un peu comme ça à l'aveuglette? Parce que voilà, il n'y a pas de statistiques. Et aujourd'hui, avec des petits capteurs, on peut prendre un bâtiment type et connaître exactement qu'est-ce qu'il consomme toute l'année. Exactement, c'est vrai. C'est ce qu'a fait le CNERIB dans sa petite maison en terre. Intelligente. En terre. Qui a reçu le Global Energy Award, qui a reçu une distinction mondiale. Toutes les preuves sont là, ça veut dire que voilà, c'est en fait, le chercheur algérien a prouvé qu'il était capable d'avoir une distinction mondiale. Maintenant, c'est aux politiques algériens de savoir qu'il peut avoir une politique d'économie d'énergie à l'échelle mondiale aussi. Pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations que vous nous avez apportées. Bon courage à vous, qui êtes architecte, monsieur Akli Amrouche, et vous travaillez avec de nombreux jeunes architectes aussi qui seront les bâtisseurs de demain. Donc, à très bientôt et bon courage pour ce que vous faites à travers votre revue Vie de Ville. Hamid Belkhassam, merci. Merci à vous. Pour ce thème que vous avez choisi aujourd'hui. Le bâti et le confort thermique, c'est très important. Nous consommons énormément d'énergie. Voilà, à mercredi prochain, Inch'Allah. Voilà. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. C'est un qsar qu'on vous fait découvrir. Le qsar Lalla Fatma, c'est du côté de Taraf et c'est Soumaya Zerwali qui nous le fait découvrir. Qsar Lalla Fatma, un site archéologique se situant à Oued El Jnan dans la commune d'Al Ayoun, sur les hauteurs de la wilaya de Taraf. Datant de l'époque romaine, il constitue l'un des repères identitaires et culturels de la wilaya. Ce site archéologique est composé d'une villa, d'un ensemble de fermes, d'huileries, d'ateliers de transformation de produits agricoles. Il y a également un hammam et des réservoirs d'eau datant de l'époque romaine, distantes d'environ 6 km du Qsar. La forêt du lac Tonga, une autre curiosité touristique de la région à découvrir absolument. Nous proposons aux touristes et visiteurs du parc national d'Al-Qala des virées touristiques et des circuits dans les zones humides qui abritent de nombreux lacs et un écosystème unique dans le bassin méditerranéen. Ce parc est classé réserve de biosphère par l'UNESCO. Taraf, une région envoûtante faite de forêts, de lacs, de rivières et de rochers escarpés qui plongent dans la mer, des sites archéologiques ça et là, des richesses extraordinaires à vivre et comme un autre don de la nature, les plages d'Al-Qala et ses criques naturelles sont d'une beauté exceptionnelle et avec toutes ces potentialités touristiques qu'offre la région, la wilaya enregistre un déficit en matière d'infrastructures d'accueil. La wilaya de Taraf compte 20 établissements d'accueil d'une capacité de 1347 lits. Le parc hôtelier a été également renforcé avec des camps de vacances pour accueillir les enfants du Sud et les jeunes. L'hôtel El Morjan a été mis à niveau. Le taux d'avancement des travaux a atteint les 70%. La wilaya compte également 7 forêts pour la détente. Recelant un potentiel touristique diversifié et richement fourni, la wilaya de Taraf représente un paradis sur terre à valoriser. Voilà, de retour sur le plateau après ce beau voyage à travers donc le Qsar de Lalla Fatma, on va s'intéresser à un autre patrimoine et surtout qui revient chaque année, c'est le FIBDA. Oui, ça pourrait être aussi un patrimoine, c'est le 4e art. Nous allons en parler avec Massinissa Bouaguesh. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. La bande dessinée a pris une ampleur chez nous en Algérie depuis quelques années. Oui, on peut dire qu'elle s'est installée vraiment dans le paysage culturel algérien. Oui, les jeunes sont emparés. Drôlement, ils sont voilà, demandeurs, exactement. Nous sommes à la quelle édition maintenant? La 12e déjà. Avec chaque année le concours de jeunes talents qui revient d'abord en amont pour pouvoir donner une visibilité à cette édition, donc 12e édition du FIBDA. Mazel, nous chaque année on se retrouve en septembre-novembre, c'est cela? Octobre plutôt? Vraiment le premier mardi d'octobre. Premier mardi d'octobre. C'est toujours la même période. Les jeunes sont toujours là, disponibles à essayer donc de faire preuve d'imagination pour travailler sur des bulles. C'est cela qui nous rassemble en fait. Exactement. Et là, vous êtes là pour nous parler de ce concours et l'organisation de ce concours, puisque vous êtes membre de l'organisation du FIBDA. Oui. Alors en fait, chaque année, quasiment depuis le début, on organise un concours
destiné, ouvert à tout le monde. Oui. Et on a remarqué que chaque année, en fait, le travail est mieux fait. Les gens se le prennent, niveau était le plus, niveau est plus élevé chaque année, les gens s'y prennent plus sérieusement, on va dire. Limite, on a envie de dire que même si c'est un concours un peu amateur, mais ça devient de plus en plus professionnel. Et c'est différent, il y a différentes catégories dans les concours. C'est tout le territoire national qui participe. Tout le territoire national, exactement. Alors vous recevez donc des candidatures de partout. Du moment que vous lancez le concours, ça y est, le 1er juillet a été lancé, le concours a été lancé. Vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux, vous avez l'habitude, donc les jeunes sont habitués à ce concours, et pas que, puisqu'il y a le concours de l'affiche, la meilleure affiche, le concours, donc plusieurs concours, entre autres celui-là, Jeune Talent. Alors il y a le concours Jeune Talent, il y a le concours Espoir scolaire, c'est pour ceux qui sont encore, on va dire, scolarisés jusqu'à 18 ans. C'est ça. Il y a le concours donc Jeune Talent, c'est à partir de qui sont plus âgés, qui ont plus de 18 ans, mais qui n'ont jamais publié de BD. Qui sont, disons, de bons dessinateurs, mais qui n'ont jamais publié de BD. Et il y a le concours professionnel également, et ça c'est un concours international, il y a des auteurs algériens, des auteurs étrangers. Et donc tout ça, c'est pour les concours professionnels, c'est à part. Donc il y a jusqu'au festival pour amener les BD, mais pour les autres, c'est le concours, c'est jusqu'au 31 août. Il y a aussi le concours de l'affiche. En fait, on l'avait instauré à un certain moment, puis on l'a retiré, mais là on l'a remis différemment. En fait, il s'adresse j'ai envie de dire, aux semi-professionnels, c'est-à-dire aux étudiants des écoles des beaux-arts de tout le territoire national. C'est extraordinaire, en tout cas le talent qui s'y dégage, parce que chaque année on est impressionné par le talent et l'ingéniosité de ces BDistes. Exactement, en fait même les auteurs étrangers, quand ils viennent, ils rencontrent ces jeunes Algériens au niveau de l'esplanade, donc ils sont vraiment impressionnés parce que ils ne croient pas avoir déjà tout ça, et même quand ils voient la qualité des dessins et des scénarios, parce que généralement ils ont une idée reçue sur l'Algérie, sur entre guillemets la culture algérienne, mais ils se retrouvent avec des jeunes qui sont vraiment très libres dans leur j'ai envie de dire rédaction, dans le synopsis, dans les histoires, dans leurs dessins, et voilà, ça c'est très important pour nous aussi. Tout à fait, c'est impressionnant, et puis le nombre, le flux donc de jeunesse qui défile chaque année au niveau donc l'esplanade de Riyad el Feth, parce que chaque année, des fois c'est Riyad el Feth, en majorité c'était Riyad el Feth. Il y a eu aussi le Palais de la Culture, vous avez organisé cela aussi là-bas, et à chaque fois les stands sont toujours pleins, bien garnis, bien décorés. Il y a la bibliothèque aussi du FIBDA, on voit quelques images. Il y a donc à chaque fois des expositions inédites aussi de nombreux BDistes. Exactement. Et alors donc cette année il y aura une exposition par exemple sur Mridej, parce que c'est les 50 ans de Mridej. Il y a, pour les concours, on a un nouveau concours qui a été lancé cette année. Il est en partenariat avec l'ambassade de Pologne en Algérie. En fait, il y a un synopsis qui est déjà prêt, une histoire qui est déjà prête sur un super-héros polonais, mais qui a existé. C'est un agent secret polonais qui était en Algérie pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui était là pour contrer un peu les nazis. Donc il a contribué à créer une révolte, on va dire, une riposte à partir de l'Algérie, et donc ils veulent en faire une histoire, et c'est un album qui sera primé par l'ambassade de Pologne en Algérie. Très bien. Et bien entendu, donc c'est vrai que ça draine aussi beaucoup de visiteurs étrangers, puisque beaucoup donc de participants de la BD vont être invités à ce festival de la bande dessinée. Et puis bien entendu, ça crée aussi de la dynamique, ça crée aussi des rencontres et bien entendu un échange entre les BDistes du monde entier. Exactement. Il y a quelques années, on a reçu 3 BDistes qui ont collaboré mais qui ne se sont jamais rencontrés. Il y avait un Américain, un Italien et... c'est incroyable. Alors le troisième, je ne me rappelle pas de sa nationalité, mais en fait, ici, alors, il y avait un dessinateur, un coloriste et quelqu'un qui avait fait la maquette, l'histoire et le scénario, mais ils ne s'étaient jamais rencontrés. Ils se sont connus sur Internet, ils ont travaillé ensemble.
Incroyable. Et la première fois qu'ils s'étaient rencontrés, c'était au niveau à Alger, au FIBDA. Voilà. C'est une très belle histoire. Il y a aussi des histoires qui sont créées à partir du FIBDA, donc des BDistes qui se sont rencontrés au festival et qui ont travaillé ensemble sur des projets. Et ça, c'est Il y a des jeunes talents qui sont devenus eux-mêmes BDistes, qui ont créé leur propre bande dessinée. Exactement. Il y a des éditions aussi qui se sont aussi créées, qui ont aujourd'hui de beaux jours devant elles. Tout à fait. Et il y a aussi, en fait, il faut savoir que pendant des années, le festival a organisé des sessions de formation. Et il y a eu plus de 70 BDistes qui se sont, on va dire, qu'on a découvert à travers ces formations. Il y en a qui ont participé à des albums collectifs, il y en a qui ont créé leur propre album. Il y en a qui sont aujourd'hui très très bons BDistes qui continuent à publier malgré les difficultés aujourd'hui que le secteur connaît. Et voilà, mais après ça... Et il y a le cosplay qui fait en tout cas l'unanimité au niveau du festival. Le cosplay qui est en train de se professionnaliser d'année en année. D'ailleurs, le nombre de participants qui sont là chaque année augmente. Et à partir de cette année, justement, il y a une nouvelle forme de cosplay qui va être organisée, de concours plutôt, mais ça sera un cosplay méditerranéen. D'accord. Vu que le festival, c'est un festival international, donc avec l'onde. Les mangas fascinent toujours autant. Exactement. Et chaque personnage, donc chaque personne, chaque individu, chaque lycéen, chaque universitaire veut imiter son manga préféré. Exactement. Donc ils sont là à se préparer des mois et des mois à l'avance. Et cette année, donc, comme je vous ai dit, ce sera avec l'ONDA et les éditions Z-Link, on va créer le festival, disons le concours méditerranéen du cosplay pour justement essayer également d'élever un peu le niveau du cosplay algérien qui reste quand même excellent parce que jusque-là, depuis 2-3 années, nous avons parmi les membres du jury cosplay des cosplayers professionnels au niveau de l'international. C'est vrai, on les a reçus pas mal sur notre plateau. Voilà. Et ils disent que du bien déjà du niveau des cosplayers algériens, mais ça serait toujours bien de voilà, on voulait aussi s'arrêter sur la mémoire donc, de Rachid Alir, qui nous a quittés cette année. Lui qui était très engagé dans le festival du FIBDA, qui était dans la communication. En fait, il était membre du FIBDA pendant plusieurs années. Ensuite, même en quittant le FIBDA et en rejoignant l'Institut français, il avait continué à travailler en étroite collaboration avec nous. Il nous a énormément aidé à ramener des BDistes français notamment. Donc cette année, disons que cette édition sera en hommage à lui. Voilà, ça va être dur de travailler sans lui. Franchement, très souvent, il nous communiquait donc les noms des invités. Voici sa photo, c'est vrai qu'il va nous laisser un vide cette année. Exactement. Oui, là, on est en train de préparer justement cette édition et on sent un peu ce vide, cette absence. Exactement, cette absence. Voilà. Et puis bien sûr, chaque année, bien entendu, le FIBDA travaille pour honorer les mémoires aussi donc des personnes qui ont travaillé la BD algérienne, qui ont fait les beaux jours de la bande dessinée algérienne. Tout à fait. En fait, l'histoire de la bande dessinée algérienne est très longue, très grande, et il y a des gens qui ne sont malheureusement plus là, et on ne peut pas disons parler de l'histoire de la bande dessinée, parler de la bande dessinée en Algérie sans évoquer, bien sûr, ces BDistes, bien entendu, talentueux, qui en tout cas fait rêver bon nombre de personnes qui aujourd'hui travaillent sur les bandes dessinées eux-mêmes, pourquoi pas. Il y a des ateliers chaque année qui font le plaisir des enfants, des adolescents aussi. Exactement, il y a des ateliers au niveau de l'esplanade, mais on se déplace aussi au niveau des écoles et des hôpitaux. Oui. Donc pour les enfants malades aussi, ceux qui ne peuvent pas venir au FIBDA, disons, on se déplace vers eux. Oui. Il y a le président d'honneur aussi du festival de la bande dessinée. Alors, cette année, je ne sais pas qui est-ce qui sera encore président d'honneur. Il y a toujours ce BDiste français qui vient. Alors il y a, comment il s'appelle, Philippe Brocard qui vient chaque année. Oui, cette année aussi, il sera là. Donc, c'est quelqu'un qui a énormément aussi aidé le festival. Voilà, et on n'oublie pas de citer Dalila Najem aussi, qui est à la tête donc, de ce festival. Elle en est la commissaire et qui s'est battue pendant des années pour faire vivre ce festival et lui donner
donner une belle visibilité. Exactement, parce qu'en fait, le festival a connu des années très très difficiles, mais disons heureusement avec le travail qui a été fait même en amont, le public n'a pas réellement senti ces périodes de crise. Il faut dire qu'il y a des festivals qu'on a fait sans budget, des festivals où on a reçu le budget bien après l'édition, et là les gens ne se sont pas rendus compte que voilà, on roulait avec 0 dinar. C'est très difficile. Voilà. Alors on rappelle encore une fois le lancement du concours. Ça a été lancé donc ce 1er juillet, et bien sûr le concours du jeune talent qui consiste à... Alors, Jeune Talent, c'est libre cours, c'est faire des planches de bande dessinée, raconter une histoire, une petite histoire sur 4-5 planches et les envoyer au festival. Donc, c'est au chapiteau du festival de la bande dessinée d'Alger, à l'esplanade de Riyad El Fatah. Très bien. En tout cas, bonne chance. Merci. Bon courage à vous parce que vous avez beaucoup de travail. Vous avez encore quelques mois pour essayer donc de finaliser cette 12e édition du Festival international de la bande dessinée qui aura pour thème cette année. Vous avez déjà ou pas encore? Si, mais ouais, ça sera surprise. Ça sera annoncé au moment venu, voilà, lors de la conférence de presse, je suppose. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle, Massinissa Bouaguesh, vous êtes donc membre de l'organisation du FIBDA. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous de m'avoir invité. À très bientôt. Merci. Bon courage. On va vous offrir cette fois-ci un reportage. On va rester donc dans le beau, le dessin et le coup de crayon. Cette fois-ci avec une belle exposition de peinture de l'artiste Kenza Daoud. Et on se retrouve juste après. C'est un reportage signé Lilia Ben Nasser. L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel organise une belle exposition du côté de Dar Abd el-Tif. Une immersion dans l'univers de la jeune artiste peintre Kenza Daoud. Je sors de l'école des beaux-arts de Tipaza, en spécialité peinture. Donc à partir de mon entrée à l'école, j'ai commencé à faire quelques expos collectives, voilà. Et pour cette fois-ci, pour cette expo, c'est l'expo de ma soutenance en fait. C'est mon projet de fin d'études. L'expo s'appelle Les Aliénés et c'est justement par rapport aux fous. Donc c'est des personnes que je connais, c'est des personnes de la rue. J'ai insisté sur le fait que ça ne soit pas des personnes qu'on trouve à l'hôpital internées. Donc je voudrais vraiment des gens qui appartiennent à la rue, voilà, qui sont peut-être livrés à eux-mêmes. Il y en a qui sont livrés à eux-mêmes, il y en a qui sont chez eux avec leur famille et tout. On prend soin d'eux et voilà. Et donc il y a 5 personnes, dont un inconnu, dont je ne sais pas le nom. Et chaque personne a des déclinaisons de portraits. Donc ça va du réalisme au semi-figuratif. Et les 2 derniers portraits, c'est plus moi comment je les vois. En faisant abstraction un peu de l'enveloppe corporelle qu'on voit tout de suite, que tout le monde voit, que tout le monde peut voir. Donc peut-être que si ça aurait été un autre peintre, il aurait peint d'une autre manière parce qu'il aurait vu autre chose.
belles œuvres à découvrir du côté de Dar Abd el-Tif, et ce jusqu'au 18 juillet. Œuvres et un talent, en tout cas, à encourager. On salue aussi l'artiste Kenza Daoud qui nous a fait donc cette belle exposition. Et puis j'espère qu'elle aura encore à continuer à faire de belles expositions. Et pourquoi pas avec notre invité, Monsieur Barti Abdelrahman. Comment ça va? Très bien. Je suis très heureux d'être parmi vous, comme d'habitude. Comme d'habitude. La sympathique équipe de Bonjour d'Algérie. Voilà. En tout cas, très content aussi de vous recevoir. Merci vous beaucoup. Qui êtes toujours animé donc la peinture, les couleurs du côté de Cherchel, mais pas que, sûr. Puisque vous participez à des expositions collectives sur le territoire national et même ailleurs. Et cette fois-ci, vous revenez pour justement votre coup de cœur, qui est toujours Cherchel. Oui, on est déjà, il y a 19 ans. Oui. 19 ans, la 19e édition des arts plastiques, rencontre d'été. Elle a été initiée par des peintres locaux dont je suis le fondateur, moi et M. Bahir Houssine, à l'époque. Et puis, Allah yarhamou l'Aroussi, tout à fait. Qui a donné l'appellation. C'était une exposition de peintres locaux. Et puis, lui, il a donné Rencontre d'été. Allah yarhamou à sa mémoire. Donc, il y a, pour cette année, il y a quelques wilayas, Boumerdès, Alger, Tipaza, Iblida. Donc, Alger, elle est représentée par mademoiselle Fatiha Achouch, Blida par Abdelawi Tahar. Et il y a aussi Tipaza, Soulamat Oussama. Voilà, c'est un enfant c'est un élève des Beaux-Arts. Et puis moi, je suis toujours avec eux, je les accompagne. Toujours. Voilà. Vous exposez en même temps, vous êtes là pour encourager la jeunesse, pour essayer donc de les guider, comme là, vous donnez quelques conseils aux uns et aux autres, et surtout leur permettre d'être visibles. Voilà, bien sûr, bien sûr. Il y a eu beaucoup de grands artistes maintenant, ils exposent aux États-Unis, ils ont fait leur baptême de peinture à Cherchel. 2 ou 3, il y a des gens, des artistes qui ont fait un boom au pays du Golfe, avec leur peinture, purement algérienne. Donc je suis fier. Et puis je pense que la peinture, c'est le reflet de la société. Donc c'est l'identité de la société humaine. Toutes les sociétés humaines ont leur peinture. Notre peinture en Algérie, elle est à l'instar de tous les pays du monde. C'est un dialogue entre les hommes. C'est ça, c'est ça. Alors vous allez exposer, donc ça a commencé déjà. Ça sera donc, c'est le 8, ça a commencé le 8. Oui, le 8 ça va s'étaler tout au long jusqu'au 30 août. Donc on va être rejoint par une artiste. Hazar, je pense. Hazar, elle a exposé dernièrement à Alger. C'est une artiste. C'est une poétesse, elle va faire des déclamations peut-être dans les soirées poétiques à Cherchel. Il y aura d'autres artistes qui vont nous rejoindre parce que c'est très convivial, hein, ces rencontres d'été. C'est un rendez-vous que tous les Cherchelois attendent avec impatience, mais pas que, puisque ça draine du monde et des visiteurs qui viennent de partout, surtout que c'est la saison estivale. Donc viennent profiter du bon air donc, de Cherchel et en même temps visiter l'exposition. Sachant que la ville de Cherchel, c'est une ville qui a 25 000 ans. Vous nous avez ramené de belles photos. Oui, 25 000 ans. Voilà, c'est une ville amoureuse. Que les autorités ont offert aux artistes en 2002, en l'an 2000. Donc, une ville qui a 25 000 ans, elle est très fréquentée par des touristes. C'est joli, ça, c'est votre tableau? Non, c'est un artiste qui vient de Boufarik. D'accord. Donc, c'est la première fois où il a exposé, c'est un autodidacte. Donc, c'est toujours... On encourage les jeunes, des nouveaux talents. On leur permet à Cherchel d'exposer leurs œuvres au public et pour s'affirmer. Voilà, c'est une révélation. C'est un jeune peintre de Boufarik. Il m'a appelé par téléphone. Je lui ai dit bienvenue. C'est ta maison, tu es chez toi. Et tous les peintres sont les bienvenus à Cherchel.
Et c'est une exposition atypique. Pourquoi atypique? Parce que pendant les 2 mois, il y a des peintres qui partent. Et il y a des peintres qui reviennent. C'est-à-dire elle est ouverte. Ce tableau? Ça, c'est une aquarelle de moi. Oui, j'avais reconnu, mais j'avais peur de dire. On ne sait jamais. Je me suis dit peut-être que... C'est une aquarelle. Bon, quelques tableaux, il y a d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Ils vont nous rejoindre aussi. Donc c'est une exposition plutôt de proximité, pédagogique. De convivialité De convivialité, bien sûr. Il y a tous les... Oui, c'est Fatiha Achouch. Elle n'a jamais exposé par Internet. Elle m'a dit, je veux exposer les 2 Boumèdes. Elle est venue à chercher, elle est venue, elle a ramené 3 toiles. Elle était très contente. Voilà. Et elle voit maintenant ces toiles à la télévision. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Oui. Ça, c'est moi. C'est mon tableau et c'est mon fils, c'est mon modèle. Moi, je puise mes personnages de mon entourage. Donc, j'ai traité le marasme de la jeunesse et tout. Donc, toujours dans le surréalisme. Voilà la villa et l'espace. Oui, c'est la villa. Qui abrite les expositions. La villa, c'est une bibliothèque, Mohamed Finjal, le Shahid Mohamed Finjal de Cherchen. Elle est en plein centre, elle est à quelques mètres du musée de Cherchen, musée national de l'Antiquité. Donc, dans un carré de... même pas une centaine de mètres, il y a le musée, il y a ça, il y a la belle nature morte. C'est toujours monsieur, son nom, j'ai oublié, il est Kali, monsieur Kali. D'accord. Voilà, c'est Kali Mohamed de Boufarik. Toujours. Il a ramené 5 toiles magnifiques, un très bon figuratif. Entre figuratif, voilà, et nature morte aussi. Et ça fait bien longtemps, ça c'est la mienne. Oui. Donc ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu, c'est-à-dire je pense qu'il faut avoir une rigueur dans les sélections d'exposés. C'est ça, c'est vrai. Et il faut être rigoureux dans les sélections. Il faut donner la chance au vrai talent, je pense, à mon avis. Oui, oui. Voilà, il y a beaucoup d'autodidactes aujourd'hui. Hein. Il y a énormément d'autodidactes qui sont brillants et qui mériteraient d'être... Khadda est un autodidacte. Oui. Van Gogh, c'est un autodidacte. Oui. Cézanne, c'est un autodidacte. Cézanne, Van Gogh et Gauguin, les 3 peintres qui ont bouleversé la peinture universelle. Elle partait comme ça, ils l'ont détournée. Mansour Guita est un autodidacte aussi. Donc, ces 3 noms universels sont des autodidactes. Et puis, Picasso a dit, depuis Van Gogh, nous sommes tous des autodidactes. Mansour Guita, c'était un autodidacte. Mansour Guita qui a explosé, on va dire, à sa retraite. C'est un grand artiste. Baya, c'est un autodidacte. Hossein Ziani, c'est un autodidacte. Il y a beaucoup. Laonka, c'est un autodidacte. C'est-à-dire, c'est les peintres méditerranéens. Leur école, c'est l'atmosphère, c'est la culture. C'est-à-dire, le plus grand peintre dans la musique, dans le théâtre en Algérie, le plus grand, comment dire, Qassem Taini, Rachid Qassem Taini, c'est un autodidacte, Boustadi, c'est un autodidacte. C'est-à-dire, tous les grands temps de la culture, ils se sont formés. C'est l'école de la vie. Voilà. Donc tout ce qui les entourait, les fascinait, les faisait s'exprimer à travers la musique ou à travers les toiles, bien entendu. Baya avait fait quand même une petite formation, avait été formée. Pas vraiment académique, voilà. Mais elle a appris quand même la peinture. Oui, je sais. Et elle a développé cela. Elle a eu la chance de rencontrer Picasso. Ça veut tout dire. Exactement, qui a été impressionné par son travail. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que, vous savez, le génie n'a pas un territoire précis, c'est humain. Donc il peut être en Algérie comme il peut être en Amazonie. Vous savez, actuellement, l'art aborigène fait un grand... c'est-à-dire un grand bruit dans le marché de l'art mondial. Voilà. Alors, il faut dire que Cherchel, en ce moment, est en fête, parce qu'il n'y a pas que l'exposition, rencontre d'été, mais il y a aussi la musique andalouse, et avec ses rencontres maghrébines qui font les belles soirées, les beaux jours aussi. Aujourd'hui, l'association Nassim Sabah va organiser des journées. En Andalousie, il y aura des chanteurs marocains, il y aura Hamidou aujourd'hui l'ouverture, il y aura Naïma Djeria, des chanteurs. Un bel hommage à Selwa. Et un grand hommage à Selwa. Voilà. C'est ça. Et c'est à la nuit. Alors c'est grave. À quelle heure ça commence après l'Aïcha. D'accord, très bien. Donc
Ça commence et tout. Et puis les Cherchellois et les Cherchelloises, les femmes vont sortir. Après, la journée, c'est la mer. Oui. Et puis le soir, c'est Il fait bon. c'est vraiment... Il fait très bon vivre en Algérie. Il y a Cherchel, qui est une ville algérienne. On a un très beau pays. Moi, j'aimerais mourir et vivre en Algérie. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà, toujours Barty qui est toujours en amour avec bien sûr tout ce qui l'entoure. Bien entendu, la mer qui vous a toujours fasciné, qui vous a donné cette envie de faire de la peinture. Et surtout votre ville natale qui est Cherchel. Oui, tout à fait. Moi, j'ai vécu dans le port jusqu'à ma maturité. J'ai vécu dans une maison qui est pied dans l'eau. Oui. C'est-à-dire moi... Vous avez eu cette chance, hein, en tout cas, vous êtes chanceux. C'est une grande chance. Sans me vanter, personne ne pourra peindre le port de Cherchel comme moi, parce que je connais tous ces recoins. Oui. C'est une grande histoire d'amour, moi et le port, et les vagues, et les mouettes. Moi, quand je sors, la première chose que je vois, quand je sors de chez moi, je vois les bateaux. Alors, cette musique des moteurs... Vous connaissez par cœur. Voilà. C'est un mouvement que vous avez apprivoisé. Vous avez apprivoisé. Oui, la bonhomie, la jovialité des marins. C'est magnifique. Et puis, c'est pas une vie facile, un marin. C'est pas une vie facile, exactement. Sur une planche de bateau, des mauvais temps, les tempêtes. J'en ai vu beaucoup. Ça, parce que c'est les beaux jours. On parle donc de ces rencontres d'été. Il y en a le soleil, on a la mer, on a la verdure et tout. Mais l'hiver, il fait bien froid. Il faut faire aussi attention. Il y a cette humidité. Quand même, c'est la vie dans toute sa splendeur. Avec ses déboires, avec ses joies et tout. C'est ça l'art. C'est ça. Alors, on va rappeler un petit peu l'événement. Donc, 12e édition, plutôt 19e édition des rencontres d'été. Ça se passe à Cherchel, à cette belle villa mauresque qui est à proximité du musée de Cherchel, au centre-ville de Cherchel. Il y a donc combien d'exposants? Il y a 5, mais ils vont rejoindre. Il y a une trentaine de toiles de toutes catégories. Il y a l'abstraction, l'abstrait, il y a le figuratif, comme les natures mortes. Il y a le surréalisme, il y a le graphisme. Qui est représenté par vous. Oui, il y a le graphisme. Il y a la photo. La photo, non. Mais on va en rejoindre dans quelques jours. Il y aura un photographe à Cherchellois, un très bon photographe. Très bien. Qui s'appelle Chabni Abdelrahman. Oui. Voilà. D'accord. Donc c'est un photographe artistique, un artiste photographe. Il va exposer ses photos dans quelques temps. Et donc tous ces jeunes viennent. Il y aura aussi de la poésie. De plusieurs régions d'Algérie. Vous avez cité Bouferri, vous avez cité Boumerdès, Alger, Cherchel. Donc ce sont donc des jeunes qui vont venir et partir parce que ça va s'étaler. C'est une rencontre d'été. C'est une rencontre d'été. Il y a des échanges artistiques. Oui. Je suis très optimiste pour la peinture algérienne. C'est magnifique. Les gens viennent voir les toiles et s'attardent devant une toile. C'est magnifique. Je suis très optimiste. Ça s'interroge. Il y a beaucoup d'interrogations. Si l'artiste est présent, il est là pour expliquer son travail. Vous savez, il y a même des idées qui me donnent. Ils découvrent certaines choses que moi, je n'ai pas vues dans mes toiles. Oui. Il y a, pour vous dire qu'il y a cette lecture artistique chez l'Algérien. Elle est innée. C'est ça, l'Algérien, avec une grand-mère, ils veulent toujours résoudre des énigmes. Oui. On a vécu dans la société algérienne. Beaucoup de choses. Voilà. Alors, il va y avoir donc ces artistes qui vont défiler tout au long du mois de juillet et mois d'août. Donc, c'est quoi la cadence pour que une première partie s'arrête? Il va y avoir d'autres artistes qui vont venir? Il n'y a pas... c'est une cadence naturelle. D'accord. À l'algérienne. Oui. On vous fait appel et on vous dit, voilà, je vais venir exposer, et puis voilà. Il m'appelle, un jeune, je lui dis, tu me montes tes toiles. Je lui dis, viens. Qu'est-ce que je dois... Tu prends le bus ou bien la voiture et tu viens chercher un mahbabik. Voilà. On prendra des crèmes ensemble. Et c'est là qu'on découvre des jeunes talents. Il y a un grand artiste, Jawder, je me souviens, il fait des expositions à New York actuellement et tout. Il est venu à Cherchel. Il a voulu rencontrer M. Larousset à Cherchel.
Je me souviens de il est venu chez nous, il est de Bidjaya. Oui. Il va chercher, il était très content de rencontrer là aussi, qui était un grand monsieur. Et puis on est restés ensemble, il a ramené ses œuvres. Et maintenant, je le vois par Facebook, je suis très fier. Il est à New York, aux États-Unis, il fait un ravage dans la peinture, c'est magnifique. Il y a un autre aussi, l'Arachiche, il a exposé au Qatar et tout. Ils ont commencé à chercher. Voilà. Ils se sont fait connaître à Cherchel. Parce que Cherchel, c'est pas n'importe quelle ville, c'est une grande ville. Oui. Elle est fréquentée par des grandes personnalités. Vous savez, il y a beaucoup de va-et-vient et aussi. Oui, il y a eu de grands poètes qui sont passés par nos expositions pendant ces temps. Il y a eu Tahar Outar, il y a eu Lamine Zawi, il y a eu Rabi Adjelté. Il y a beaucoup des Français aussi. Oui. Ils ont fait des récits, des déclamations poétiques dans les soirées. Vous avez les livres d'or? Oui, on a beaucoup de livres d'or. Ils sont presque voisins. Avec à chaque fois, donc la des prochaine fois, je la ramènerai. Oui, et des rencontres et des gens qui vous ont témoigné leur admiration pour cette rencontre d'été. Moi, je me souviens, une jeune fille, elle m'a offert un ch'ti à moi. Waouh! Un ch'ti à moi. Oui. En cas tellement qu'elle a été ébahie par la peinture, elle aime la peinture, elle est venue de Ain Dfla, elle m'a ramené quelques dessins, et puis je lui ai dit c'est très très bien, il a bien longtemps. Elle m'a ramené pour cadeau, elle m'a dit je l'ai acheté très cher, je vous le donne. Oui, c'est-à-dire, la réaction du public, elle est merveilleuse. Oui. Il y a beaucoup de choses. Elle est beaucoup de spontanéité. Si on commence à parler, on ne peut pas s'arrêter avec la réaction. Voilà. Alors on rappelle l'événement, ne ratez pas cette belle exposition. 19e édition des rencontres d'été. Ça a commencé le 8 juillet, ça va s'étaler tout au long du mois de juillet et le mois d'août. Beaucoup donc de travail différent sur toile, bien entendu, et avec aussi un photographe qui sera aussi présent. Et bien entendu, rien ne va sans la musique, puisqu'il y aura aussi 3 jours, donc animés. Nassim, par l'association Nassim Sabah. Nassim Sabah, il va y avoir un bel hommage à Selwa, notre grande artiste algérienne, et bien entendu des musiciens et des maîtres de la musique, Chami, musique andalouse plutôt, avec des Algériens, des Marocains. Il y aura des conférences de Abdelkader Ben Damash aussi. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Barti. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée, bien sûr, sur Canal Algérie avec nos programmes, la suite de nos programmes. Merci à toute l'équipe et puis rendez-vous demain, 8h, 9h30. Au revoir et bonne journée. هذا البرنامج